Est-ce que LDC est une opportunité d'investissement intéressante au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le spécialiste français, le leader français même, du poulet. Alors, on est sur un cours d'action qui est au plus haut absolu, j'ai l'impression. Si on dézoome un petit peu, ouais, on est au plus haut absolu, donc magnifique. Une market cap de 3,3 milliards, donc on est sur maintenant une grosse mid cap. Excellent, hein, avant c'était une PME, maintenant ça commence vraiment, à être, dominant sur, je pense en Europe, hein, maintenant. Donc le cours d'action est au plus haut. Est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? On va essayer de regarder ça. Donc hop, on a le chiffre d'affaires à février 2025. On est sur une croissance médiane de 7. C'est quand même pas mal, hein, 7 sur, dans un pays qui a plutôt une faible croissance. Ça veut dire surtout qu'elle essaie à gagner, des parts de marché de façon, très rapide et assez massive. Donc maintenant, la croissance est quand même en train de ralentir quelque peu, ça se normalise. On fait, 2,3 sur, en 12 mois glissés en février. Bon, il y a eu une acquisition, donc on fait aussi de la croissance externe. En cumulé, on fait 1,9 milliard. Ça représente quand même un peu plus de la moitié de la market cap. Donc attention, peut-être que non, mais je pense que cette croissance a été, ces acquisitions ont été bien absorbées, bien intégrées. C'est pour ça qu'on a une aussi forte croissance et ils le font assez régulièrement, des petites acquisitions, sauf là où ils ont fait quand même sur, la période, entre, mars 2024 et 2025, février 2025, ils ont fait quand même, à mon avis, une grosse acquisition, hein, 600 millions, 700 millions. Donc bon, ça a bien boosté la croissance. Maintenant, il faut voir si ça délivre les résultats escomptés. Bon, donc là, on est sur une entreprise plutôt de croissance qui commence, à mon avis, à ralentir, hein, quelque peu. Donc faut garder ça en tête. Au niveau des taux de marge, on veut voir une entreprise qui monte ses taux de marge. Puisque si on fait de la croissance et si on gagne des parts de marché, on doit pouvoir monter, sa marge brute, sa marge d'EBITDA, donc sa marge opérationnelle ou sa marge nette. Bon, ici, c'est pas forcément le cas, hein, en réalité. Taux de marge brute, il est plutôt stable sur 10 ans. Bon, ils auraient pu alors, je pense que ce qu'ils vendent, hein, le poulet, c'est pas, une ressource sur lesquelles ils ont un énorme pricing power, hein. C'est le marché qui va quand même, fixer les prix. Donc ça va être la grande distribution qui va fixer les prix. Diminuer les coûts, à mon avis, avec, l'inflation qu'il y a, c'est un peu compliqué. Donc bon, c'est pas si mal de maintenir un taux de marge brute, à ce niveau-là. En revanche, le taux de marge d'EBITDA, lui, n'a pas monté depuis 10 ans et normalement, quand on fait de la croissance, on doit faire les économies d'échelle et des gains d'efficience, opérationnelle. Ici, ça semble pas être le cas. Ça commençait à monter en 2023 et ça s'est brutalement reparti dans l'autre sens. Donc ouais, sur les opérations, ils sont pas ultra efficients. Bon, à minima, ils maintiennent ce taux de marge d'EBITDA plutôt stable. On va dire que c'est à moindre mal. Côté taux de marge net, lui, est en légère augmentation. Donc là, on a 3,9 contre 3,5 en médiane. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. Est-ce qu'en termes de marge de free cash flow, c'est mieux? Non, il y a moins de free cash flow que de bénéfices nets, hein. Donc attention, c'est déjà faible en taux de marge net, mais en taux de marge de free cash flow, c'est pas élevé trop élevé non plus. Ce qu'il faut regarder, même si on a des marges faibles, si on a une rotation d'actifs qui est en amélioration, c'est pas très grave. Alors, si on regarde la rotation d'actifs ici, elle est relativement élevée, hein, 1,6, c'est quand même pas mal. Bon, sur la période, en revanche, c'était beaucoup plus élevé au début, c'était à 1,9. Donc donc la rotation d'actifs, pourquoi c'est important? Parce que si vous faites très peu de marge, taux de marge net de 1, mais que vous faites tourner vos stocks très rapidement, vos actifs très rapidement, eh bien finalement, votre bénéfice net total, lui, il va monter. Même si vous maintenez votre marge nette, la marge nette, c'est une marge U, c'est, combien vous faites pour 1 € de vente de résultat net. Et si vous montez au nombre de ventes que vous faites par an, bah, du coup, votre résultat net global, il va monter. Bon, là, on est à 1,6. Bon, je pense qu'on a atteint un point bas en 2024, 1,5. Il faut que ça reparte un petit peu pour que, les bénéfices nets, remontent sensiblement, hein. Alors, donc on va dire sur les marges, convenables, pas pas exceptionnelles. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, par contre, on n'a pas de free cash flow, hein. Enfin, on a des free cash flow, mais ils sont moitié moindres que les bénéfices nets. C'est pas extraordinaire. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du BFR. On est BFR positif. Malheureusement, est-ce que ce BFR évolue défavorablement? Oui, depuis 10 ans, c'est défavorable, hein. On a accumulé 675 millions d'euros
de variation du BFR positif. Ça va aussi dire que dans la chaîne de valeur, donc dans la chaîne de valeur de l'alimentaire, il y a la grande distribution et je pense que la grande distribution, elle met la pression sur, LDC pour qu'en fait, elle paye, pour que la grande distribution puisse payer de plus en plus tard l'entreprise. Alors que LDC doit payer ses fournisseurs, à mon avis, toujours, au même rythme qu'avant, donc ça peut se retrouver, hein. Vous pouvez retrouver le délai de paiement client et le délai de paiement fournisseur et ça, malheureusement, ça veut dire que la position concurrentielle dans la chaîne de valeur, enfin dans le rapport de force de la chaîne de valeur de LDC se dégrade un petit peu, hein. Ou alors que les stocks coûtent de plus en plus cher. Mais, l'inflation commence quand même à rebaisser depuis 2022, donc à mon avis, c'est plus une histoire de délai de paiement fournisseur et client. Donc ça nous dit pourquoi, on a des cash flows opérationnels qui sont un petit peu en baisse. On continue à faire des dépenses en capital, donc pour faire grossir l'appareil productif, donc ça c'est bien, hein, s'il y a de la croissance future, surtout s'ils vont à l'international. Il n'y a pas beaucoup de other non-cash items, donc voilà. La principale différence entre les bénéfices nets et les free cash flow, ça va être, la différence entre les CAPEX et les prestations d'amortissement et la variation défavorable du BFR qui impacte les cash flows opérationnels. Bon, donc pour valoriser LDC, il vaudra mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. Les free cash flow, ça représente mieux ce qu'elle gagne et malheureusement, elle gagne beaucoup moins que les bénéfices nets. Bon, on peut regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. Le rendement des capitaux investis, en médiane, il a 8,6%. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bonne rentabilité, hein. 7,4 sur février 2025, ça veut dire que là, ça a quand même bien chuté. Donc on a eu une période, pendant la période inflationniste, en revanche, ça a bien profité à l'entreprise qui a finalement pu, avoir une rentabilité en forte hausse. Ça, c'est très bien. Maintenant, c'est retour à la case départ. 7,4%, c'est honorable. C'est quand même assez intensif à capital selon l'activité. On est au-delà de la croissance organique. Alors, la croissance sur bilan. Alors, ici, vous avez la croissance globale, hein, avec les croissances externes, donc les acquisitions. Mais la croissance organique, à mon avis, elle est plutôt autour de 3%, 3-4%. Donc, vous avez de quoi vous autofinancer avec ce genre de rentabilité. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on est cash net. Bon, ben voilà, hein, donc là, il n'y a pas de problème sur le bilan. Alors, ce cash, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien, ça génère des intérêts. Donc ça a généré 252 millions sur 10 ans, les placements d'intérêts. En revanche, l'actionnaire, lui, il a un coût d'opportunité parce que c'est son cash à lui. Donc il aimerait que l'actionnaire avoir une meilleure rentabilité sur son cash que le placer en trésorerie et le placement de trésorerie en France, ça fait entre 2 et 3 maxi. C'est pas très intéressant. Si un actionnaire, lui, peut placer à 8 sur une autre action, par exemple, bah, il préférerait l'avoir. Bon, donc il faut rendre ce cash aux actionnaires d'une façon ou d'une autre. Ça peut être des rachats d'actions, ça peut être des dividendes, une hausse du dividende, un dividende exceptionnel. Ça peut être aussi, faire une acquisition, hein. Alors ça pas du cash aux actionnaires, mais ça permet de faire de la croissance. Donc ils font des acquisitions, mais ils ont quand même un excès de cash qu'ils devraient pouvoir rendre aux actionnaires, à mon avis. Donc on va regarder justement la rémunération de l'actionnaire. Ici, donc on a un dividende qui est en augmentation, donc ils rendent quand même de l'argent aux actionnaires. Augmentation assez régulière depuis 10 ans, 65 millions contre 113 millions de free cash flow. Donc on est quand même sur un payout ratio qui est plutôt élevé déjà. Donc ils rendent déjà une bonne partie des free cash flow aux actionnaires. Après ils sont un peu cycliques, hein, ces free cash flow. Mais si on se met sur une médiane, hop, et qu'on se met sur plutôt 5 ans, ouais, on est sur 130 millions de free cash flow. Donc en fait, ils rendent à peu près la moitié des free cash flow aux actionnaires. Là, c'est pas mal. Ils font pas de rachat d'actions. En revanche, il y a bon, les actions, là, c'est pas très clair. À mon avis, il y a un peu d'actions qui sont mises en circulation, alors soit elles sont nouvellement créées, ces actions gratuites de New Management, soit elles sont sorties de l'autocontrôle. Faut regarder d'où ça vient, mais à mon avis, il y a rien de structurel sur la variation des actions ici. L'outil nous calcule un rendement d'actionnaire qui est à 2. Voilà, c'est pas énorme, mais ça a le mérite d'exister. Ensuite, on peut regarder la valorisation. Donc on va se mettre en price to free cash flow, vu qu'il n'y a il y a pas beaucoup de free cash flow malheureusement et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça se paye cher, hein. En termes de price to free cash flow, la médiane 10 ans, elle est à 24, actuellement on est à 29, donc vous avez pas de marge de sécurité sur les free cash flow. Si on regarde, on peut regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, ça se paye pas très cher en valeur d'entreprise sur EBITDA. On est en médiane sur 4,8, donc très largement dans la zone value, c'est-à-dire en moins de 7. Là, 5,8 actuellement, donc on commence à être, plutôt surcoté. Après sur un excès un peu haussier, on peut aller on peut dire qu'on peut aller jusqu'à 7,8, mais bon,
Donc là, on commence à plus avoir trop de décote et en termes de price free cash flow, c'est pas incroyable, hein. En price earning, ça va être mieux, mais bon, on a vu que les bénéfices nets ne représentent pas vraiment ce que gagne l'entreprise. Il vaut mieux l'utiliser, la valoriser avec les free cash flow. Pour l'instant, il y en a pas énormément. En VO sur EBITDA, on peut dire que c'est value. Est-ce qu'en price to tangible book value, on est sur, une décote? Non, on n'a pas de décote là-dessus. Bon, donc difficile à dire. Est-ce que c'est décoté? Moi, dans un sens, en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand même décoté. En price free cash flow, pas vraiment. Donc la la solution, en fait, peut-être le point médian, c'est, ce qu'utilise William Higgins pour valoriser les entreprises. Lui, il utilise, donc c'est un dossier, hein, qui est dans le fonds France d'indépendance AM. Il utilise le cours sur capacité d'autofinancement. Donc c'est au-dessus des free cash flow. Donc on peut essayer de valoriser là-dessus. C'est, on va dire, entre l'EBITDA et entre les free cash flow. Ouais. Donc conclusion du dossier LDC, moi je pense pas que ça soit hyper cher à ce niveau. Ça commence à être bien valorisé, toutefois. Mais bon, en termes de VE sur EBITDA, on est quand même pas mal sécurisé, vu que le multiple est bien en dessous de 7, c'est ma zone à moi, hein, c'est complètement arbitraire, mais bon, ça me semble encore pas trop chèrement valorisé et vous avez beaucoup de cash au bilan, donc on peut avoir, du, dividende exceptionnel qui viennent réduire aussi le risque du dossier. Donc ça reste intéressant LDC à mon avis au cours actuel. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.